Hervé Parfait-Mbapou, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Bruno Tagny. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes attendu ce matin par les enquêteurs dans l'affaire qui vous oppose au contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président de la République pour une histoire d'escroquerie et de diffamation. Alors, est-ce que vous vous rendrez à cette convocation? Je ne vais pas me rendre à cette convocation pour 3 raisons. Je n'ai pas peur de me rendre à cette convocation, mais il faut respecter la loi. La première raison pour laquelle je ne vais pas me rendre au groupement de gendarmerie, c'est que j'ai porté plainte contre le lieutenant-colonel Ndongo pour torture. D'ailleurs, lundi passé, mes avocats ont déposé une autre plainte sur le ministre délégué à la Défense, M. Joseph Betty-Assomo. La deuxième raison, c'est que j'ai récusé également l'unité de gendarmerie qu'est le groupement. Parce qu'ils sont aux ordres, ils ont un parti pris, on ne peut pas être juge et parti. Et comme je l'ai dit, j'ai porté plainte pour torture. Bon, la troisième raison, c'est que nous sommes à l'instruction, il y a l'ouverture de l'instruction judiciaire au niveau du tribunal militaire pour les faits dont nous avons été placés en détention et avons été libérés 21 jours plus tard sous main levée d'office. Alors, on ne peut pas être à l'instruction et des gendarmes posent des actes alors qu'il n'y a pas une commission rogatoire du juge d'instruction. On ne peut pas me porter plainte pour une même affaire dans la même juridiction. Ce n'est donc pas possible. Donc, vous ne vous rendrez pas à cette convocation ce matin et dites-vous, vous n'avez pas peur de la justice, mais est-ce que toutes les récriminations que vous donnez sur la procédure, vous n'auriez pas pu les faire pendant votre audition? J'ai expliqué, mes avocats ont expliqué, mais ici, il ne s'agit pas de la justice. Ici, c'est un règlement de compte. Cette histoire tournait à une histoire de règlement de compte. Il n'y a pas de respect de la loi, il n'y a pas de respect pour de la justice, il n'y a pas de respect pour les droits humains. On ne respecte rien, en fait. Vous ne pouvez pas vous-même accepter qu'une affaire est pendante. Il y a l'ouverture, l'instruction judiciaire est ouverte au tribunal militaire avec les mêmes personnes pour les mêmes faits et on revient encore me porter plainte pour les mêmes faits. Donc pour vous, il y a un vice qui vous oblige à ne pas vous rendre à cette convocation? Oui, comme je disais tantôt, j'ai porté plainte contre le lieutenant-colonel Ndongo pour torture. Donc vous voyez très bien qu'il n'est pas apte à gérer une affaire qui me concerne parce qu'il a un parti pris, il est aux ordres, il fait partie de mes bourreaux. Donc la loi m'autorise à récuser le groupement. Donc j'use simplement de la loi pour récuser le lieutenant-colonel Ndongo de cette affaire. Aussi simple que ça. Il y a la police, il y a plusieurs unités de police. C'est une affaire de diffamation qui n'est donc pas une affaire du tribunal militaire. Alors, il n'empêche, il y a eu une évolution dans l'enquête au sujet de cette affaire avec l'interpellation il y a quelques jours et de monsieur Thierry Enom qui est en ce moment en garde à vue et Thierry Enom que vous avez souvent présenté comme l'homme par qui vous avez fait connaissance avec le contre-amiral Joseph Fouda, sauf que Hervé Parfait-Mbapou, Thierry Enom dit ne pas vous connaître. Bon, je n'ai pas la preuve formelle que Thierry Roland Enom l'a dit. J'ai lu aussi sur les réseaux sociaux. L'arrestation de Thierry Roland Enom me pose d'abord un problème parce que lorsque j'ai été interpellé le 20 juin et que j'ai passé 68 jours de garde à vue, le groupement de gendarmerie n'a pas daigné chercher Thierry Roland Enom. Je ne sais pas pourquoi, après être sorti de prison et que le tribunal militaire a recommencé l'instruction judiciaire, que la gendarmerie décide comme ça unilatéralement d'aller encore chercher Thierry Roland Enom alors qu'il y a peu de temps, quand j'étais gardé là-bas abusivement et arbitrairement et séquestré, torturé, les mêmes gendarmes pouvaient faire le déplacement pour aller chercher Thierry Roland Enom à Douala, puisqu'il ne se cachait pas, on savait là où il était. Alors, et quand Thierry Enom dit qu'il ne vous connaît pas, comment réagissez-vous à cela? Parce que semble-t-il, il a déclaré aux enquêteurs ne pas vous connaître et ne pas vous avoir mis en contact avec le contre-amiral Fouda. Bon, je pense ce que j'ai lu, c'est qu'il a dit ne m'avoir pas donné le numéro. Bon, ne pas me connaître, ce serait suicidaire parce que je peux facilement prouver que je connais bien Thierry Roland Enom. Je le connais, il me connaît très bien. Alors dites-moi, Hervé Parfait-Mbapou, connaissez-vous et l'avez-vous déjà rencontré, oui ou non, le contre-amiral Joseph Fouda? Oui, je ne cesserai jamais de le dire, je connais parfaitement bien le contre-amiral Joseph Fouda. Aujourd'hui, plusieurs personnes, même pendant les enquêtes, il y a un enquêteur qui m'avait posé la question de savoir est-ce que vous avez une photo avec le contre-amiral Joseph Fouda? Et j'ai dit à cet enquêteur que je connais plusieurs personnalités de la République, des officiers supérieurs, des ministres, des directeurs généraux, des personnes dont tout le monde rêve d'avoir une photo. Je vais prendre l'exemple de Samuel Eto'o. Je connais Samuel Eto'o depuis le 16 avril 2024. Avant d'être interpellé le 20 juin, j'ai rencontré M. Samuel Eto'o une dizaine de fois au moins.
Je n'ai jamais fait de photo avec Samuel Eto'o. Je n'ai même pas permis que ceux qui m'accompagnaient fassent une photo avec Samuel Eto'o. Je vais prendre l'exemple du lieutenant-colonel Aïssi, qui est mon ami. Je le connais depuis qu'il est capitaine. Je n'ai pas de photo avec le lieutenant-colonel Aïssi. Je n'ai même pas de photo avec le chef de division Sémile, le colonel Bankui, qui s'est connu notoirement qu'il est un père pour moi. Il vient chez moi à la maison, je vais chez lui, je vais au bureau et tout. On n'a pas de photo. Je ne peux pas, j'en passe. Je connais plein de directeurs généraux, plein de ministres, mais je n'ai pas de photo avec eux. La photo n'est pas une preuve. Les gens font les photos avec la première dame lors des vœux alors qu'ils ne connaissent pas la première dame. La photo n'est pas une preuve que vous connaissez quelqu'un. Et puis moi, je ne suis pas de nature à faire des photos pour les publier, pour me faire voir. Non, je ne fais jamais ça. Comment expliquez-vous donc que le contre-amiral, par la voix de l'un de ses avocats, ait expliqué que le contre-amiral ne vous connaissait pas, qu'il ne vous a jamais rencontré non plus? Comment expliquez-vous qu'il vous renie aujourd'hui? Bon, pour commencer, Thierry Atangana n'est pas avocat. C'est quelqu'un qui a échoué le concours d'entrée au barreau. Il a même échoué la licence en droit. Et il n'est pas avocat. C'est l'usurpation. Bon, disons son conseil, le conseil du contre-amiral. Très bien, là c'est bien le conseil, parce que n'importe qui peut être conseil, voilà. Bon, je ne connais pas Thierry Atangana, il ne me connaît pas. Bon, il fait le job pour lequel il est payé. Je ne sais pas quelles sont les accointances qu'il y a entre ces personnes. J'ai été moi-même surpris des déclarations de Thierry Atangana qui dit des choses sans me connaître. Il ne me connaît pas. Bon, le contre-amiral Fouda, je le connais, je signe, je persiste et je confirme que je le connais bel et bien. Donc, ce ne sont pas les aboiements de quelqu'un qui raconte n'importe quoi, qui vont faire en sorte que je change ce que je dis. Alors, vous êtes quand même, l'affaire aujourd'hui, revenons quand même sur cette affaire, c'est une vaste histoire d'escroquerie où on a utilisé le nom du contre-amiral Joseph Fouda pour estorquer de l'argent à de nombreuses personnalités, parfois même des membres du gouvernement, a-t-on appris des sources proches de l'enquête. Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Est-ce que c'est un faux contre-amiral ou alors c'est le vrai contre-amiral qui a utilisé sa position pour estorquer de l'argent aux gens? Je confirme encore que c'est bel et bien le contre-amiral Joseph Fouda. Il n'y a pas de faux contre-amiral Fouda. Et ces escroqueries qu'on a chiffrées à des dizaines de milliards de francs CFA, d'après les médias, notamment, je ne vais pas citer ici, il y a même eu le média national. Où sont les victimes? Où sont les plaintes? Vous n'allez quand même pas me dire qu'une affaire qui a été autant médiatisée pendant des mois à l'international, tout comme au Cameroun, sur les réseaux sociaux, les gens n'ont pas vu, il n'y a pas de plaignant. Alors, Monsieur Jean Bunotagne. Oui. Mais comment est-ce que vous entrez, quel est le rôle que vous avez joué dans cette histoire d'escroquerie en complicité, puisque vous dites que il n'y a pas de faux contre-amiral, que c'est bien le contre-amiral Joseph Fouda qui a utilisé le fameux numéro de téléphone par lequel de nombreuses personnalités ont estorqué l'argent. Ça veut dire que vous étiez son complice dans cette vaste opération d'escroquerie? Quand on parle de complicité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait que voilà ce que nous menons comme activité et j'accepte de jouer un rôle en échange d'une quote-part. Oui. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, été complice du contre-amiral Fouda pour escroquer les gens. J'ai travaillé avec un responsable, proche collaborateur du chef de l'État, avec dévouement et loyauté. J'étais à son service et je faisais ce qu'il me demandait. Donc, il n'a jamais été question que j'aille escroquer les gens. Dans mes différentes interventions, notamment les messages vocaux, où j'ai eu à parler d'escroquerie, c'est parce que il y a des personnes qui ont payé, qui ont donné de l'argent pour des services, mais les services n'ont pas été rendus et l'argent n'a pas été restitué et il n'y a même pas eu intention de restituer cet argent. Ils sont nombreux, je peux les citer. Allez-y. D'ailleurs, non, je ne vais pas les citer ici. Je dis, nous sommes à l'instruction, une ouverture d'instruction au tribunal militaire. Oui. Je ne veux pas entrer dans le fond du dossier. Je vais les citer, je vais citer toutes ces personnes là-bas. Je tiens à rappeler que en 2020, le président de la République du Cameroun a instruit une enquête chez monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, le Pathias Mbagangele, entre le contre-amiral pour moi pour des motifs de diffamation et menaces mineures. Menaces simples. Oui. Suite à une lettre que le contre-amiral Fouda avait écrite au président de la République, me concernant. Et c'est à la police qu'on a envoyé cette enquête. Et l'enquêteur principal, c'était le commissaire de police Vincent de Paul, oui, qui est chef bureau enquête à la délégation générale de la Sûreté nationale, chargé d'études et assistant et tout ça. Donc j'ai été entendu pendant des mois par des enquêteurs chevronnés de la police. Il faut donc aller chercher, aller demander les conclusions de l'enquête là-bas. Et j'ai d'ailleurs demandé au lieutenant-colonel Ndongo de se rapprocher de la police. Quand on veut la lumière, quand on cherche la vérité, on ne néglige aucune piste. Mais sauf que eux, ils étaient aux ordres. Il n'était pas question de chercher la vérité. Non, pas du tout. Alors pas du tout, mais alors pas du tout. Alors, vous dites avoir rendu beaucoup de services au contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président de la République. De quel type de service s'agissait-il?
Bon, je fais dans l'intermédiation. Je fais dans la négoce. Alors, nous sommes au Cameroun. Quand les gens ont des difficultés, ils peuvent venir me rencontrer. Et qu'est-ce que je faisais? Je rendais compte au contre-amiral Joseph Fouda. Quand il pouvait faire, il me disait qu'il peut faire. Et je m'engageais avec ces personnes. Et ces personnes, bien entendu, versaient de l'argent. Alors, ce n'était pas une affaire d'escroquerie. Alors plus concrètement, Hervé Parfait Mbapou, pour que les Camerounais comprennent très très bien quel est le rôle que vous jouez auprès du contre-amiral, plus concrètement, c'est quoi le type de médiation que vous demandiez au contre-amiral? Bon, je vais prendre un exemple simple. Oui. Supposons que quelqu'un a une facture bloquée aux finances. Vous savez comment ça se passe au Cameroun, c'est un peu difficile parfois quand il n'y a pas d'intervention pour régler un certain nombre de dossiers. Donc quand les gens viennent vers moi, nous discutons, je me charge de mettre ces personnes en contact avec le contre-amiral Fouda qui va faciliter du haut de son piédestal, par exemple un paiement. Et en échange, la personne va verser de l'argent avant et après. C'était ça, ses conditions. Et la personne versait de l'argent chez Hervé Parfait Mbapou ou bien chez le contre-amiral? La personne verse chez moi, le contre-amiral Fouda. Sa plus grande force, c'est le secret de ses agissements. Il ne s'expose pas. C'est connu de tout. La preuve aujourd'hui, il nie ne pas me connaître et il dit ne pas connaître le numéro de téléphone qui est toujours opérationnel. Oui, vous étiez en train de vouloir donner un exemple concret également. Oui, je vous ai donné un exemple concret. Par exemple, un paiement. Oui, un paiement. Oui. Et donc, c'est comme ça que vous avez travaillé aux côtés du contre-amiral pour faciliter l'accès à certaines personnalités, obtenir des paiements qui étaient bloqués, obtenir également... des marchés publics, des hommes d'affaires qui veulent investir au Cameroun, qui ont besoin des marchés publics, par exemple, aussi. Je vais vous citer le cas de M. Khalifa Abdallah, cet homme d'affaires sénégalais, cet homme d'affaires tchadien, proche de la famille présidentielle d'Idriss Déby Itno, feu Idriss Déby Itno, qui a payé des milliards ici pour obtenir des marchés. Oui. À partir de quel moment y a-t-il eu une brouille entre vous et le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président de la République? Comme j'ai dit tout à l'heure, la force du contre-amiral Fouda, c'est le secret de ses agissements. C'est-à-dire qu'il n'aime pas être exposé. Et généralement, quand vous faites des affaires, il survient souvent les problèmes parfois. Et quand un problème arrive, il refuse absolument de s'afficher. Non seulement il ne s'affiche pas, mais il vous renie carrément. Il veut que c'est vous qui portiez le fardeau du problème, alors que c'est pas vous qui avez pris de l'argent. C'est lui qui a bien pris de l'argent. Donc c'est à partir de ce moment, en 2017, parce que ce que les Camerounais ne savent pas, et même les membres de ma famille n'ont jamais su, j'ai été déféré à la prison centrale de Kondengi en 2017, où j'ai fait 17 jours. Le dossier se trouvait chez le juge Bias. Parce qu'il ne fallait pas que je cite le contre-amiral Fouda, parce qu'il ne fallait pas qu'il apparaisse. Et quand je suis sorti de prison, j'ai pris la résolution de ne plus travailler avec lui. Il est venu, il m'a dit non, vraiment, auprès du chef de l'État, j'occupe une position de haute confiance et de haute confidentialité. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire, je ne peux pas m'exposer. Vous n'avez pas besoin de citer mon nom. Quand il y a un problème, je sais ce qu'il faut faire en cas de problème. Et bon, j'ai trouvé que ce n'était pas sérieux, ce n'était pas honnête pour un homme de cette dimension, un homme d'État. Et j'ai commencé à prendre des dispositions pour me protéger parce que je sentais effectivement qu'un jour, il va me lâcher. Et quand quelqu'un veut vous lâcher et que vous voulez démontrer le lien, démontrer sa véritable identité, qu'il cache, la personne peut aller jusqu'à vous tuer. Donc, je me suis préparé à cette éventualité depuis pratiquement 2017. Et quand vous dites que vous êtes préparé à cette éventualité, c'est-à-dire vous avez fait quoi concrètement? J'ai commencé systématiquement à enregistrer nos conversations, nos communications, et j'ai gardé pas mal de documents, des vidéos. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis de côté, que j'ai envoyées aux États-Unis. J'ai envoyé également en Chine, chez un camarade de classe là-bas. Et voilà, parce que je savais qu'un jour, il va me renier. Et puis, il faudra apporter les preuves pour démontrer effectivement. Et puis, que s'il me tue demain un jour, que je ne sois pas mort comme Martinez Gogo, c'est tout. Il faut qu'on sache exactement qui sera le responsable de ma mort. Alors, ce que vous dites est quand même extraordinaire, c'est presque surréaliste. Hervé Parfait Mbapou, non pas que je vous méprise, mais simplement que c'est quand même le conseiller spécial du président de la République. Il a été l'aide du camp du président de la République pendant plusieurs années, au moins 20 ans si je ne m'abuse et tout. Et qu'il se retrouve dans ce type de relation avec vous, on a de la peine à vous croire, pardonnez-moi. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi ça vous surprend. Je ne sais pas si je suis un sous-homme. Non, par le passé, j'ai travaillé. Oui. Écoutez, par le passé, j'ai travaillé avec le feu Martin Belinga Eboutou de regretter mémoire qui me recevait à sa résidence. Il me recevait à sa résidence, il ne me méprisait pas. Il me considérait comme son propre fils. Mais quelle différence y a-t-il entre feu Martin Belinga Eboutou, que nous connaissons tous, et le contre-amiral Joseph Fouda? C'est quoi la différence? Il est supérieur à lui pour qu'on dise que bon, lui au moins il ne pouvait pas travailler avec Mbapou. Et qui est Mbapou? Mbapou est-il un sous-homme?
Je suis un homme d'humain constitué qui fait usage de toutes mes facultés de perception. Je suis un être humain. Je ne sais pas pourquoi ça surprend les gens. Alors, dites-nous, effectivement, Hervé Parfait Mbapou, on vous connaît à Yaoundé, ceux qui vous ont rencontré disent que vous trimballez dans des véhicules de luxe, vous portez des affaires de marque, vous vous affichez aux côtés de très hautes personnalités, on vous reçoit partout, vous en avez le désir. Qui est Hervé Parfait Mbapou finalement? Qui êtes-vous? Je suis Hervé Parfait Mbapou, comme vous dites. Je n'ai pas fait de longues études, j'ai arrêté les classes en 4e. J'ai été élevé par ma grand-mère. Nous sommes d'une famille prolétaire, s'il faut le dire ainsi. Il faut appeler les choses par leur nom. Et j'ai grandi dans un contexte qui était un environnement assez particulier. Mais bon, une fois, j'ai pris quand même conscience que j'étais un être humain, j'étais l'aîné d'une famille et qu'il fallait me débrouiller dans la vie, il fallait me battre. Et donc, je me suis battu, je me bats dans la vie. Bon, les gens qui disent que je roule dans des voitures de luxe, en 2017 déjà, je roulais avec une VX. Peut-être parce que les réseaux sociaux n'étaient pas encore ce qu'ils sont aujourd'hui que les gens ne voyaient pas ça. Je ne suis pas surpris. C'est pas la première fois que je roule avec ces véhicules. C'est des véhicules qui ont été achetés en bonne et due forme. Je n'ai pas volé l'argent, je n'ai escroqué personne. Je peux justifier la provenance de toutes ces choses. Et en passant, je fais des marchés publics moi-même. Présentement, j'ai des marchés publics qui sont bloqués. J'ai un marché particulièrement qui est bloqué déjà à l'ACT, un marché qui a été livré sous fonds propres, mais qui a été bloqué, curieusement suspendu, quand j'ai été interpellé depuis le 20 juin, parce qu'il y a eu une machine qui s'est mise en branle pour justement m'asphyxier financièrement. Donc voilà. Ouais. Alors, il y a quand même toujours, pardonnez-moi, vous n'avez pas fait de longues études, vous n'êtes pas allé bien loin avec les études, vous-même vous l'avez reconnu. Vous êtes présenté comme quelqu'un de très très influent qui aurait participé à faire nommer de hautes personnalités, DG, même membre du gouvernement. Vous connaissez pratiquement toute la hiérarchie militaire qui existe au Cameroun, avec qui vous partagez, y compris une grande proximité. On dit pas mal de choses de vous. Vous êtes au chômage, mais vous roulez carrosse. Franchement, Hervé Parfait Mbapou, je repose ma question. Qui êtes-vous? Ouais. Qui êtes-vous? D'accord. J'ai l'impression que au Cameroun ici, oui, pour être un travailleur, il faut être dans un bureau somptueux. Il faut être fonctionnaire. Non. Un chômeur, c'est quelqu'un qui ne fait rien. Je tiens d'abord à vous rappeler que depuis 2017, oui, j'ai investi sur plus de 25 hectares de piments et de plantains. Donc, je ne suis pas un chômeur. Non, je ne suis pas un chômeur. Je travaille. Je ne prends pas mes établissements pour les afficher sur les réseaux sociaux comme les gens affichent partout. Non, je travaille. C'est ce que les gens ne savent pas. Je travaille. Oui. Je viens de vous prendre un exemple que j'ai livré des marchés qui sont bloqués, qui n'ont pas évolué. Mais c'est pas ça un travail. Qu'est-ce qu'il faut faire comme travail? Il faut s'asseoir dans un bureau, être directeur général, inspecteur des impôts, ou je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens entendent parler par chômeur. Alors, vous avez passé 21 jours, si je ne m'abuse, de détention préventive à la prison centrale de Kondengui. Prison principale de Kondengui. Finalement, vous avez été libéré le temps que l'enquête se poursuive. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous redoutez un peu d'y retourner? Toute personne redoute de retourner en prison. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui qu'elle ne redoute pas de retourner en prison ou d'aller en prison. Non, c'est un passage... c'est pas la fin du monde. En prison, beaucoup de responsables y sont, et beaucoup sont sortis et ils sont devenus des personnes responsables sur tous les plans politiques, économiques et autres. Le problème en ce moment, c'est qu'il y a un acharnement contre moi. Il y a un assassinat qui est planifié contre ma personne. C'est ce que j'explique un peu. Si la justice était libre, je ne craindrais rien. Mais le problème, c'est que le contre-amiral Joseph Fouda a instrumentalisé une partie de la justice, notamment la justice militaire. Comment pouvez-vous croire qu'un lieutenant ou un lieutenant-colonel ou un colonel puisse se tenir devant le contre-amiral Fouda, qui a rang de général de brigade et qui est conseiller spécial du président de la République et qui est là-bas depuis un certain nombre d'années avec tout le trafic d'influence et tout? Vous pensez qu'il y a un colonel qui va réellement s'asseoir et dire que oui, en réalité, ce monsieur a tort? Oui, mais selon nos informations, le contre-amiral Joseph Fouda s'est lui-même déplacé pour se rendre à la gendarmerie pour se faire auditionner par des enquêteurs. Si ce n'est pas une bonne volonté qu'il manifeste vis-à-vis de la justice, c'est quoi? Non, ça s'appelle de l'humilité de façade. Et je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Quand il va se faire auditionner, quand il va se faire auditionner par un gendarme, vous pensez que le gendarme va contrarier le contre-amiral Fouda en lui disant que non, mon général, ce que vous dites ici n'est pas vrai? Soyons un peu réalistes. Je vais vous prendre un exemple simple. Oui. Je cite à témoin le lieutenant-colonel Aïssi, qui était commandant du groupement de gendarmerie territoriale, du Mfundi, à l'époque des faits, dans l'affaire Ngakam. C'est lui qui a rédigé la première plainte du contre-amiral Fouda. Et il a rédigé cette plainte pourquoi?
c'est lui, c'est moi qui lui donne les instructions du contre-amiral Fouda en lui disant, écoute, il faut convoquer M. Jean Gakam, et quand M. Jean Gakam est au bureau, tu passes le téléphone au contre-amiral Fouda. Il me dit non. M. Jean Gakam, ici, à la Légion de gendarmerie, chez le colonel Toulou, il est dans un scandale de 25 millions de corruption et autres. Je ne veux pas me retrouver dans cette lignée. Demande au contre-amiral Fouda de déposer une plainte en bonne et due forme, et je vais convoquer Jean Gakam, et c'est ce qui a été fait. Comment expliquez-vous que quelqu'un dit qu'il n'est pas le contre-amiral Fouda, il ne connaît même pas le numéro de téléphone, qu'une puce décide toute seule de s'introduire dans un téléphone, de parler avec M. Mbapou et de faire en sorte que lui, le vrai contre-amiral Fouda, mette sa signature sur une plainte. Comment est-ce que vous expliquez ça? Oui. Alors, depuis que vous êtes sorti de prison et que cette affaire chauffe pour ainsi dire, toutes les personnalités que vous connaissez au Cameroun, toutes autant qu'elles sont, aussi bien dans la hiérarchie sécuritaire du Cameroun, dans les renseignements, au gouvernement, dans la haute administration, quels sont vos rapports aujourd'hui? Est-ce qu'ils vous appellent ou alors on vous fuit désormais comme la peste? Bon, avant de répondre à cette question, vous avez dit quelque chose avant. Je pense qu'il y a beaucoup d'exagération sur ma personne. Vous savez, les réseaux sociaux disent tout et n'importe quoi. Ne me présentez pas comme cet homme incontournable qui tient l'appareil d'État ou quoi que ce soit. Non, vraiment, toute raison gardée, modestie gardée, non, c'est faux. Je connais des personnes haut placées, des personnes que j'ai mis en contact avec le contre-amiral Joseph Fouda. Des personnes que j'ai mises en contact avec le contre-amiral Joseph Fouda. Donc, et qui finalement ont été portées à de très hautes fonctions, donc qui vous doivent un peu tout quand même, non? Pardon? Et des personnes que vous avez mises en contact avec le contre-amiral Fouda et qui finalement ont été nommées à des hautes fonctions. Donc ça veut dire que ces personnes vous doivent un peu tout, non? Bon, en fait, pour être nommé, il y a des conditions qui sont requises quand même. Donc, ce n'est pas moi qui fixe ces conditions. Une personne vient me voir et me présente son dossier. Mon rôle, c'est de mettre la personne en contact avec le contre-amiral Fouda. Le reste, ça ne me regarde plus. Oui. Oui. Alors, et donc, est-ce que toutes les personnalités que vous connaissez au sein de la République, depuis que cette affaire chauffe, vous ont passé des coups de fil, ont essayé de venir vers vous, ou alors elles vous fuient désormais comme la peste? Oui. C'est une très bonne question. Non, je n'ai pas de contact avec les gens. Personne ne m'approche aujourd'hui. Toutes les personnalités, autant qu'elles sont, les directeurs généraux, ministres, hauts responsables et tout ça, non. Toutes ces personnes, je dis bien toutes ces personnes, autant qu'elles sont, me traitent aujourd'hui comme un véritable pestiféré, comme un paria. Il faut le noter. Et ça vous fait mal, hein? Je suis complètement abandonné à moi-même. Et ça vous fait mal, hein? Bien sûr, ça me fait mal. En toute honnêteté, ça me fait mal parce que l'ingratitude, c'est quelque chose qui fait mal. Quand vous avez eu des bonnes relations avec des personnes, vous avez été là quand ces personnes avaient besoin de vous et que demain, vous vous retrouvez dans une situation aussi pitoyable comme la mienne où je suis traqué injustement, où on veut m'assassiner, où on veut me faire porter le chapeau de ce que je ne connais pas. Ma famille est décimée, ma femme est en fuite depuis que j'ai été placé en détention provisoire à la prison principale de Konengi. Mon petit frère est en fuite depuis le 20 juin, date à laquelle j'ai été militairement interpellé. Donc, vous voyez quand même que c'est pas du tout gai. C'est pas du tout gai. Alors, dans cette affaire d'escroquerie au sujet, enfin, en lien avec le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président de la République, vous avez été interpellé en même temps que d'autres personnes. On va essayer de savoir quels étaient vos rapports ou alors quels sont vos rapports avec ces personnes-là. Commençons par Madame Olive Ngobo, qui est fonctionnaire à la présidence de la République. Quels sont vos rapports avec cette dame? Je ne connais pas Mme Ngobo Olive auparavant. Je ne l'avais jamais vue. Je n'avais d'ailleurs jamais entendu parler d'elle. J'ai été interpellé et une fois j'étais en cellule, parce que je ne cesse de le dire, j'ai été jeté en cellule, au sol. Et j'étais à côté de la cellule des femmes. Et c'est comme ça qu'on fait venir Mme Ngobo. Elle entre en cellule. Je ne la connais pas. C'est quand elle est en cellule qu'elle me pose la question à travers la petite porte. C'est vous, monsieur Mbapou Parfait? Je lui dis oui. Elle me dit, ah, ok. Qu'est-ce que vous faites? Là où elle me dit qu'elle est là pour l'affaire du contre-amiral Fouda. Donc, vous ne la connaissiez pas avant? Et l'affaire Ngakam. Elle était là pour l'affaire Ngakam et l'affaire du contre-amiral Fouda. Je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue et je n'ai rien à voir dans l'affaire Ngakam. Oui. Donc, je ne connais pas Ngobo Olive. Je ne la connais pas. Je ne l'avais jamais vue. Autre personne que l'on présente comme vos complices, Ekassi Alain, qui est-il et quels sont vos rapports? Ekassi Alain, c'est quelqu'un que j'ai connu quelques mois avant qu'on ne m'interpelle. Justement, c'est Ekassi Alain qui m'a donné l'information selon laquelle le banquier Jean Gakam finançait le terrorisme dans les régions du Nozo, faisait dans le blanchiment d'argent et utilisait des personnalités, des personnes, une est d'ailleurs en prison, M. Martin Savom, l'ancien maire de Bibéi qui est incarcéré dans l'affaire de Martinez Zogo, qui avait planifié autour de M. Ngakam un chantage pour que les secrets de Ngakam ne soient pas connus
Et c'est donc lui qui utilisait les noms de toutes les personnalités. Ça, ce sont les propos d'Alain Ekassi. Il faisait savoir, il faisait croire en Ngakam que le président de la République le connaît, la première dame le connaît, le Mineta SGPR le connaît, ce qui était faux, bien entendu, et que le contre-amiral Fouda le connaissait aussi. Et apparemment, M. Ngakam déboursait de fortes sommes d'argent. Et c'est Ekassi qui me donne donc cette information, et il me confirme qu'effectivement, M. Ngakam a des dossiers qui sont très louches. Et je décide donc ainsi, puisqu'il y avait des officiers supérieurs qui étaient mêlés à ça, je décide donc d'informer le contre-amiral Joseph Fouda pour lui dire, attention, il y a une bombe qui se prépare, il y a un monsieur qu'on protège alors qu'il y a des éléments de preuve apparentes qui disent qu'il fait ceci, il fait ceci, il fait cela, et votre nom est impliqué, c'est-à-dire la sortie de l'argent en votre nom, alors que je suis convaincu que vous ne le connaissez pas. Et c'est de là où l'amiral me dit, non, je ne le connais pas. Demandez donc au colonel, au lieutenant-colonel là ici de convoquer ce Jean Ngakam, et dès qu'il avait Ngakam à son bureau, il me passe Ngakam au téléphone. Voilà le début de l'affaire. Et par la suite, le lieutenant-colonel ici me dit, non, je ne peux pas faire ça comme ça. Demande au contre-amiral Fouda de porter plainte. Et là, je vais convoquer Jean Ngakam. Et c'est comme ça que ça s'est passé par la suite. Oui. Alors, avec l'unique numéro WhatsApp dont il dit ne pas être son numéro aujourd'hui. Alors, Kelly Ndale, qui est-il et quels sont vos rapports? Je connais Kelly Ndale dans les années 2012. Oui. J'avais rencontré Kelly Ndale chez feu Martin Belinga Eboutou, avec un autre papa à l'époque qu'on appelait Efa. Et quand je suis rentré, j'habitais en Guissa à l'époque, un ami, un aîné qu'on appelait Lomo Daniel m'a appelé, m'a dit, bon, écoute, tu étais chez le DCC aujourd'hui. Apparemment, il y avait 2 personnes là-bas qui veulent te rencontrer. J'ai dit, OK, c'est comme ça qu'on m'a fait venir M. Kelly Ndale et nous avons gardé le contact jusqu'aujourd'hui. Mais ce n'était même pas un contact permanent. C'était un contact où on faisait 2 ans, 3 ans, on ne se voit pas et puis on se retrouve comme ça. Voilà. Oui. On va pas citer tout le monde. Dernier nom, c'est Madame Nyan Diop. Oui, en dehors des 2 personnes. Oui. Alain Ekassi et Kelly Ndale, oui. Je ne connais personne d'autre, ni Tayo Janvier de la DGRE, ni Inoussa, ni Judith Nyandiok Marion, la cousine de la première dame, voilà, ni Ngobo Olive. Voilà, je ne connais personne d'autre, ni Bidima Sej d'ailleurs. Voilà, je ne connais personne d'autre. J'ai vu Bidima pour la première fois le jour où nous avons été filmés à la télévision, par la télévision. Y a-t-il eu une confrontation entre vous et le contre-amiral Joseph Fouda depuis que cette affaire a commencé? Allô? Oui. Oui, j'ai compris la question. Oui, je demandais s'il y a eu une confrontation entre vous et le contre-amiral Joseph Fouda. Bon, ce qui me surprend, c'est que le contre-amiral Fouda a pu se déplacer pour venir se faire auditionner au groupement un dimanche. Mais le contre-amiral Fouda n'a jamais demandé à faire une confrontation avec moi pendant que j'étais au groupement. Vous ne trouvez pas ça curieux? Il m'a envoyé plutôt l'adjudant-chef-major Awono, qui travaille dans son cabinet, pour venir faire la confrontation avec moi. Mais qu'est-ce que Awono peut dire? Puisqu'il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Est-ce que la loi demande d'abord que quelqu'un vienne vous représenter lors d'une confrontation dans une affaire aussi grave? Le contre-amiral Fouda n'a jamais voulu être en face de moi pour une quelconque confrontation. Comment se fait-il que c'est au sorti de prison, l'ouverture, l'instruction judiciaire est en cours, et c'est là où lui, il estime maintenant qu'il faut qu'il revienne porter plainte pour les mêmes faits. Pour les mêmes faits. Ça n'a pas de sens. Alors, votre situation, elle est quand même assez critique avec Parfait Mbapou. C'est-à-dire que Thierry Enom, que vous dites être celui par qui vous avez fait la connaissance du contre-amiral, semble-t-il dit qu'il ne vous connaît pas. Le contre-amiral lui-même dit qu'il ne vous connaît pas. Vous êtes cuit, hein? Oh, non, M. Jean-Benoît Tanier, je vais vous dire quelque chose. Si je ne connaissais pas le contre-amiral Joseph Fouda, je n'aurais jamais été mis en liberté. Jamais de la vie. Et maintenant, Thierry Roland Enom peut dire ce qu'il veut. Je sais comment on traite les gens au groupement. Je peux imaginer qu'il n'est pas libre de lui-même. Mais est-ce que le même Thierry Roland Enom va encore nier, n'avoir pas mis le PDG d'Afrique Média, Justin Tagou, en contact avec le même numéro? Il va aussi nier ça? Ou alors M. Justin Tagou va aussi entrer dans la corruption pour dire « Oh non, je ne connais pas Thierry, il ne m'a jamais donné un tel numéro ». Ou alors M. Mbombok Matip, qui a été un ami de Thierry Roland Enom. Thierry Roland va aussi dire que non, je ne le connais pas, je ne lui ai jamais dit que je connais le contre-amiral Fouda et que je travaille pour lui. Non, arrêtons un peu ça. C'est une mascarade judiciaire. Je dis bien ceci. Cette affaire demande l'intervention d'Interpol. Il faut l'expertise de la police internationale. Parce qu'il y a des personnes qu'il faut interpeller à tout prix. Il y a So Almami qu'il faut interpeller. Il est au Sénégal. Il y a encore Sophie Valérie qu'il faut interpeller. Il y a plusieurs personnes qu'il faut interroger. Il y a le colonel Motogo, ancien commandant des forces spéciales, celui qui a mis le contre-amiral en contact avec le banquier Jean Ngakam. Il faut aussi qu'on les auditionne. C'est-à-dire, si on est vraiment à la recherche de la vérité, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il ne faut pas que des gens viennent faire du trafic d'influence. En fait, ce que je peux te dire ici maintenant, M. Jean-Benoît Tanier, c'est que ce n'est pas la vérité qu'on recherche. Ce n'est pas la vérité qu'on recherche parce qu'à plusieurs reprises, lors d'une confrontation téléphonique entre le contre-amiral Joseph Fouda, je dis bien confrontation téléphonique, c'est-à-dire il était à Genève, nous étions à la première région de gendarmerie chez le général Tourné Elias, il y avait le lieutenant-colonel ici, il y avait le lieutenant
lieutenant-colonel Ndongo, il y avait le colonel Otoulou, il y avait moi-même, et il y avait cette lieutenant Nanga qui servait de secrétaire. Le contre-amiral Fouda a dit des choses qui n'étaient pas vraies, mais personne n'a voulu tenir compte de ça. Il a dit, par exemple, qu'il n'a jamais eu de contact avec le lieutenant-colonel Aïssi par WhatsApp, mais qu'il n'a appelé le lieutenant-colonel Aïssi une seule fois dans sa vie par le numéro du fixe de son bureau, ce qui est archi faux. Ça veut dire qu'on peut sortir les appels du mois de février pour vérifier effectivement si le contre-amiral Fouda a un jour appelé le colonel ici par le fixe de son bureau. Et ce n'est pas que le contre-amiral Fouda se trompe, il le répète à corps et à tue-tête, même au tribunal militaire là-bas, il l'a dit dans ses déclarations que non, je n'ai parlé qu'avec ce monsieur via mon numéro du bureau, c'est-à-dire le fixe qui est connu. On n'a pas demandé une réquisition pour vérifier si ce qu'il disait était vrai. Le lieutenant-colonel ici est formel, c'est moi qui l'ai mis en contact avec le contre-amiral Fouda alors qu'il était encore capitaine. Ce n'est qu'avec le numéro, le seul et unique numéro de téléphone. J'ai beaucoup de personnes que je vais convoquer. Écoutez, monsieur Jean-Bruno Taille, le colonel Fouda, ancien directeur de matériel militaire, oui. On l'a auditionné à la délégation générale de la Sûreté nationale en présence du colonel Banqui, chef division C1000, autorisé par le ministre Joseph Béti Assomo, dans le cabinet du patriarche ministre Somba Gangele. C'était par rapport à quoi? Mais c'était par rapport à une histoire avec le contre-amiral Fouda. Le même colonel Fouda a eu des problèmes parce qu'il a voulu donner des voitures au contre-amiral Fouda en tant que diplomatie. Mais le contre-amiral Fouda ne voulait pas que son nom apparaisse. Une fois que son nom est apparu, il a dit non, ce n'est pas moi, je ne le connais pas. Je peux convoquer le ministre de la Défense qui connaît cette histoire. Donc, je ne suis pas là pour éclabousser les gens. Je ne suis pas là pour mettre les gens en difficulté. Je suis là pour lutter pour que la vérité soit dite. Parce que je suis au milieu d'un système où on ne veut pas que la vérité soit dite, où on veut protéger le contre-amiral Fouda. Et pour ça, je dois mourir. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a un assassinat qui est planifié. Voilà pourquoi j'ai requis les services d'un avocat, Philippe Zeller, un avocat français, qui va arriver ici dans les prochains jours. Et c'est une âme de bonne volonté, quelqu'un que j'ai aidé quelque part, qui se rappelle, mais qui ne veut pas que je l'expose ou je cite son nom, qui va payer les frais de cet avocat, qui est déjà au courant de ce qui va se constituer dans les jours qui suivent. Parce que je suis en danger. Je crie qu'on veut m'assassiner, mais personne ne fait rien, personne ne dit rien. C'est assez curieux. Alors, on parle de plusieurs dizaines de personnes qui ont été escroquées par le contre-amiral Fouda ou alors quelqu'un qui se faisait passer par le contre-amiral Fouda. La justice en décidera et des sommes folles sont évoquées, des sommes qui tutoient le milliard. Est-ce que vous confirmez? Ce n'est pas des sommes qui tutoient le milliard, ce sont des sommes qu'on estime à des dizaines et des dizaines de milliards. Par exemple, lors de l'interview du lieutenant-colonel Ndongo, il a dit, c'est sur les médias partout, que tenez-vous tranquille, l'un d'eux, c'est-à-dire parlant de nous, qui avons été arrêtés et présentés aux médias comme étant les gangsters, l'un d'eux a escroqué pour des questions d'exonération de poissons, de carburant et autres, 1,5 milliard à un homme d'affaires. 1,5 milliard. Un mensonge grotesque. Écoutez-moi, un mensonge. Parce que le lieutenant-colonel Ndongo savait très bien que parmi nous là, il n'y a personne qui a pris 1 milliard, plus exactement 1,430 milliard à un homme d'affaires. C'est Nkoro Tiang, qui est l'épouse de So Almami. So Almami, qui est comme un fils du contre-amiral Fouda, dont le numéro de téléphone que le contre-amiral Fouda utilise est au nom de So Almami. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà, et cette fille est en fuite. Le groupement a laissé expressément que cette fille quitte le Cameroun. C'est après, quand elle est partie, qu'on a lancé une interdiction de sortie du territoire. Personne de nous n'avait quelque chose à voir avec le 1,430 milliard. Puisque le maire lui-même, puisque c'est de lui qu'il s'agit, Samen Patrick, maire de Konsamba deuxième, avait filmé cette fille quand elle venait prendre de l'argent. Et on m'a donné cette photo au groupement, on m'a demandé, est-ce que tu connais cette fille? J'ai dit oui, je la connais. C'est Nkoro Tiang Sophie Valérie. C'est elle qui reçoit l'argent à Dakar. Des centaines de millions en son nom, ou alors elle vient prendre au Cameroun en devise. Elle prend un volet, vient récupérer, avec Nadirou Diallo et autres. Et je vais vous rappeler quelque chose, monsieur Jean-Bruno Tagne. La chose la plus facile dans une enquête, c'est de suivre l'argent. La chose la plus facile dans une enquête, c'est de suivre l'argent. Personne ne veut suivre l'argent, parce que l'argent va nous montrer exactement qui est le véritable responsable et commanditaire. Mais on refuse. On refuse de suivre ces pistes. Vous voyez, So Almami n'est pas inquiété. On ne demande pas à Interpol son expertise. On ne demande pas au juge d'instruction de faire une commission rogatoire, saisir la justice sénégalaise pour qu'on mette ça à disposition. Comme ça, on saura exactement, il y aura la vérité. Et puis, là où nous sommes, mes avocats et moi, nous sommes en train de réfléchir parce que nous allons nous-mêmes saisir l'Interpol. Nous allons nous-mêmes saisir l'Interpol aussi. Parce que c'est un scandale, c'est pas une petite affaire. C'est un scandale parce que le véritable commanditaire veut absolument se cacher. Il ne veut pas décliner son identité. Il fait tout pour que la vérité ne sorte pas. Donc voilà pourquoi je dis que on veut m'assassiner. Et pour chuter dans ce volet et vous donner la parole pour ne pas être très long aussi. Je vous en prie. Le contre-amiral Fouda a déclaré au tribunal militaire qu'il a appris que je me plains qu'on veut m'assassiner. Alors il ne souhaite pas qu'on m'assassine et qu'on mette ça sur lui. Et donc ma place est en prison parce que c'est en prison que je serai protégé.
Comment pouvez-vous écouter une telle absurdité, M. Jean-Bruno Tanya? Comment est-ce que le contre-amiral Fouda ne s'acharne pas à savoir? D'après lui, il ne me connaît pas. Pourquoi ne cherche-t-il pas à savoir la preuve en main que, effectivement, M. Mbapou est en contact avec quelqu'un? Par alchimie, on accepte que ce n'est pas lui. Pourquoi ne dit-il pas que mes cherche qui est le contre-amiral Fouda? Parce que cet enfant est donc une victime. Mais comment s'acharne-t-il contre moi? Est-ce que les gens ne réfléchissent pas et ne comprennent pas qu'il veut simplement me faire taire? Plusieurs milliards stockés à des citoyens. Alors, dans ces milliards, combien avez-vous eu? Quelle a été votre part? Monsieur Jean-Bruno Tagne, je vais vous dire quelque chose, et Dieu m'est témoin. Dites. Je n'ai jamais rien eu de la part du contre-amiral Fouda. C'est-à-dire, le contre-amiral Fouda n'a jamais pris de toute sa vie 2 millions de francs CFA en 9 ans que je connais ce monsieur pour me donner. Pourquoi? Parce que vous sucriez déjà suffisamment, ou alors c'est parce qu'il est chiche? Non, écoutez-moi, M. Jean-Bruno, oui, je vous écoute. Ce serait à vous et aux téléspectateurs de déduire, de dire ce qu'ils pensent. Oui. Le plus grand montant que le contre-amiral Fouda m'a donné, c'est 1 650 000 francs. Justement, dans les 100 millions de francs qu'il avait pris, qu'il avait envoyé mon petit frère chercher ce Jean Gakam, pour aller déposer dans un compte à Freeland First Bank. Un compte qui appartient à un Malien. Parce que l'argent devait aller au Sénégal, on devait sortir ça en devise. On a déposé la somme de 98 450 000. Il est resté exactement 1 650 000. C'est la première fois en 9 ans que le contre-amiral Fouda me laissait une somme pareille. Je dis bien que c'est la première fois. C'est peut-être ça qui vous a fait mal et vous avez décidé de tout balancer, peut-être? Non, M. Jean-Bruno. Parce qu'1 million sur 100 millions, c'est quand même... Je ne me suis jamais plaint. Quand je porte l'argent, je vais déposer là où on me demande d'aller déposer. Ou bien j'expédie quand on me dit d'expédier. Ça ne m'a jamais posé un problème. Pour moi, je travaillais avec un père, je rendais service à un père, qui plus est, était le conseiller spécial du président Paul Biya. Et moi, je suis un biaïste convaincu en diocèse, c'est-à-dire c'est connu de tout le monde. Donc pour moi, c'était un plaisir de servir un tel monsieur. Je n'attendais rien de lui. Une voiture, je n'ai jamais eu du contre-amiral Fouda. Un terrain, je n'ai jamais eu du contre-amiral Fouda. Je ne peux rien vous montrer aujourd'hui et vous dire que non, dans ma relation avec le contre-amiral Fouda, j'ai pu avoir ça parce que le contre-amiral Fouda, non, c'est faux, ça n'existe pas. Il prenait tout et lui seul. Hervé Parfait Mbapou, est-ce que vous avez peur? Jésus-Christ, quand on a voulu le précipiter de la montagne, il s'est débattu pour fuir. Ça veut dire qu'il avait les habits froissés. Si Jésus-Christ a eu peur, pourquoi moi, Mbapou, je n'ai pas peur? J'ai peur d'être assassiné. Oui, j'ai peur d'être assassiné. Mais ça ne va pas me faire reculer. Je vais aller jusqu'à la dernière goutte de sang. Je tiens à le rappeler ici. Je ne vais pas hésiter. J'ai peur. Et ce qui me fait plus peur, en fait, ce n'est pas moi. C'est ma famille. Ce sont mes parents. Ils n'ont que moi, mes enfants, ma femme. Donc, j'ai peur pour eux. J'ai peur pour eux parce que de mon vivant, mon bourreau s'est déjà attaqué à ma famille. Comme je vous ai dit, mon petit frère, je n'ai pas de ces nouvelles depuis le 20 juin 2024. Vous savez ce que ça peut faire? Vous savez ce que ces enfants peuvent penser quand ils me regardent? Vous imaginez les tensions qu'il y a au sein de ma famille aujourd'hui? Ma grand-mère est malade. Je ne suis même pas capable de permettre qu'elle puisse avoir des soins appropriés. Ma mère également. Ma femme est en fuite. Vous savez ce que ça peut faire au niveau de ma belle famille? Qu'est-ce que les gens disent de moi après m'avoir présenté dans les médias comme un escroc, comme un usurpateur d'identité, comme un braqueur, comme un fabricant de fausses monnaies? Toutes ces accusations mensongères. Vous savez? Donc, j'ai peur. J'ai peur, oui, j'ai peur. Alors, vous qui dites connaître le contre-amiral Joseph Fouda, est-ce que vous le croyez capable de vous faire du mal? C'est son genre? Oui. C'est son genre? Oui. Franchement? Oui, c'est son genre. Vous savez, je ne voudrais pas qu'on dise ici que j'ai encore diffamé. Parce que vous savez, il a porté plainte contre Boris Bertol. Il a porté plainte contre Patrice Noma et moi pour diffamation. Il a encore porté plainte contre Rémi Ngono et moi. Je n'ai jamais vu un homme d'État se comporter comme ça. Vous n'allez jamais voir le Mineta SGP tourner partout dans les parquets pour porter plainte aux gens pour diffamation. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on est une personnalité qu'on doit accepter de se faire insulter sans rien dire. Hein. Donc, oui. Pardon? Oui, allez-y. Voilà, donc, je ne voudrais pas qu'on dise que non, il y a une nouvelle plainte contre M. Jean-Bruno Tanya et M. Mbapou. Je peux prouver devant un tribunal que le contre-amiral Fouda est capable de telles pratiques. Je prends pour preuve M. Khalifa Abdallah. Khalifa Abdallah est vivant. On peut le faire revenir ici. Il va vous dire le contre-amiral a voulu l'assassiner. D'ailleurs, c'est dans nos conversations. C'est des communications qui seront rendues publiques très bientôt. Oui. Il en est capable. Si de mon vivant, il pourchasse ma famille parce qu'il veut faire pression sur moi, et c'est me tuer qu'il ne fera pas. Beaucoup de personnes qui ont travaillé pour le contre-amiral Fouda sont décédées dans des conditions assez étranges. Je vais prendre Nga Stéphane. Nga Stéphane qui avait le bureau à Bastos, qui me pourchassait justement, qui avait même demandé qu'on m'empoisonne, qu'on me tue. Il travaillait pour le contre-amiral Fouda, il est décédé. Thierry Ndong, qui travaillait pour le contre-amiral Fouda, est décédé. Eric Mvana, dont le numéro officiel WhatsApp du contre-amiral, qu'il reconnaît, qui ne nie pas être le sien, c'est au nom d'Eric Mvana. Eric Mvana aussi, apparemment, serait décédé dans des conditions compliquées. Comment est-ce que vous expliquez donc que tout autour de lui,
des gens qui ont travaillé pour lui décèdent comme ça simplement. En tout cas, je vous laisse responsable de vos propos. En ce qui me concerne, ne vous inquiétez pas, je fais juste mon travail de vous poser des questions et le contre-amiral aura la possibilité lui aussi de répondre à mes questions, soit lui-même, soit par l'intermédiaire de ses avocats. Alors, Hervé Parfait Mbapou, dites-moi, lorsqu'on vous écoute depuis le début de cette affaire, vous faites preuve quand même d'un courage incroyable et d'une sérénité à couper au couteau. Comme quelqu'un qui se dit, si je tombe, je ne tomberai pas seul. Je les entraînerai tous dans ma chute. C'est un peu ça votre état d'esprit? Non, pas du tout. La preuve, vous savez, M. Jean-Bruno Tagné, j'ai la possibilité de faire du chantage à beaucoup de personnalités aujourd'hui, hein, mais ce n'est pas ce que Mbapou est. Oui. Non, parce que les gens m'ont toujours présenté comme un maître chanteur. J'ai beaucoup de personnalités avec qui j'ai traité, dont je détiens même des vidéos. Et pourquoi je détiens des vidéos, vous allez me poser la question. Mais parce que c'est ce que le contre-amiral Fouda me demandait. Quand une personnalité arrive, vous filmez cette personne discrètement et vous m'envoyez les vidéos. Donc j'ai les vidéos des personnalités chez moi, pas des moindres. Mais non, écoutez, je vous dis, mais je n'ai jamais cité l'un d'eux ici depuis que je suis sorti. Je n'ai pas de problème avec ces personnalités, elles ne m'ont rien fait. Je n'ai pas non plus l'intention de tomber avec quelqu'un parce que avec qui je vais tomber, je suis complice de qui et de quoi. Non. Oui, mais parce que dans des choses que les gens sont en train de fabriquer. Mais non, Hervé Parfait Mbapou, dans vos propres déclarations, vous avez dit avoir envoyé un certain nombre de documents en lieu sûr aux États-Unis, en France, en Chine. C'est quoi ce type de documents qui représente finalement votre assurance vie? Non, ce sont des documents qui prouvent effectivement qu'il s'agit bel et bien du contre-amiral Fouda. Oui. Donc, je n'ai pas l'intention de faire tomber des gens avec moi, mais dans ces affaires, peut-être ça a impliqué aussi d'autres personnes, d'autres personnalités qui seront bien sûr exposées. Ce n'est pas moi qui les expose. Monsieur Jean-Bruno Tagné, je n'ai jamais voulu que cette affaire en arrive là. J'ai supplié, j'ai imploré le contre-amiral Fouda, ne serait-ce que pour l'image du chef de l'État, de cesser ce comportement, de retirer sa plainte. Je pourrais, d'ici quelques jours, vous savez, j'ai pris des dispositions. Si on m'arrête, voilà ce qu'il faut faire. Si on m'emprisonne, voilà ce qu'il faut faire. Si je suis mort, voilà ce qu'il faut faire. Depuis que j'ai été arrêté, il n'y a que 1 ou 2 voices, 2 conversations entre le contre-amiral et moi qui ont été diffusées. 2 conversations. Mais j'en ai des centaines et des centaines. Je vous dis des centaines et des centaines. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Donc vous avez la bombe atomique carrément. Même les conversations entre le contre-amiral Fouda et certains membres du gouvernement. Certains préfets, certains sous-préfets. J'ai ces enregistrements. Pour que vous compreniez la proximité qu'il y avait entre lui et moi. Vous voyez dans les audios, quand vous le suivez, je l'appelle papa. Oui, je l'appelle papa. Et voilà pourquoi il faut comprendre quel est l'esprit qui anime le contre-amiral Fouda. Parce que si ce n'était pas lui, le contre-amiral Fouda, il aurait au moins dit que mais il y a donc quelqu'un qui usurpe effectivement mon identité. J'en ai la preuve. Oui. Ce garçon est une victime. Cherchez la personne qui usurpe mon identité parce que c'est très grave que quelqu'un usurpe l'identité du contre-amiral Fouda au point de faire des choses extraordinaires, comme donner des instructions à la haute administration ou au commandement militaire. Vous trouvez quand même ça, c'est très dangereux. Oui. Alors nous allons bientôt sortir de cet entretien, Hervé Parfait Mbapou. Alors voilà donc un pays où pour obtenir un agrément, on est obligé de se chercher des intermédiaires. Pour obtenir un paiement au ministère des Finances, on trouve des intermédiaires. Pour obtenir une nomination, on trouve des intermédiaires et tout. Cette vaste histoire de passe-droit, d'escroquerie au sommet de l'État, à votre avis, Hervé Parfait Mbapou, qu'est-ce que cela dit de ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui? Je ne veux pas entièrement partager ce que vous avez dit parce que même dans les pays développés, aux États-Unis, il y a des cabinets de négoce, de consultation, d'intermédiation. Oui, mais des cabinets qui disent bien leur nom. Ce n'est pas l'apanage. Voilà, ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Bon. Mais en ce qui concerne cette affaire, j'ai travaillé avec une personnalité qui me donnait des instructions et qui me donnait le calendrier, le canevas qu'il fallait suivre. Et je suivais uniquement ça. C'est tout. Et pour dire vrai, ce sont des méthodes avec lesquelles je ne suis pas très d'accord. Parce que si vous vous rappelez aussi de l'un des voices qui a fuité, parce que je tiens à rappeler que les voices que j'avais envoyées au contre-amiral Fouda étaient des voices privées. Et c'est sur la base de ces voices que la gendarmerie est venue m'interpeller. Et donc je ne comprends pas comment j'envoie des voices à une puce qui parle seule. Et les gendarmes viennent à la maison m'interpeller de façon militarisée. On abat mes chiens. On crée tout un Kosovo chez moi et on me dit que j'ai insulté le contre-amiral Fouda alors que j'ai envoyé le message à une simple puce. C'était une ironie un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, dans l'un des voices qui a fuité, vous suivez bien comment je dis, vous voulez transformer le pays-ci en quoi? Tout ce qu'il faut au Cameroun, nomination, argent, intervention, argent, même les gens qui ont des vrais problèmes qu'on peut aider parce qu'on occupe une position, voilà, argent. Mais les gens n'ont pas suivi ça. Les gens ont seulement suivi que Mbapou il est insolent, il a insulté, c'est un escroc, c'est un ceci, c'est un cela. Pourtant, ce n'est pas là le débat. Je ne dis pas que les méthodes appliquées par
celui que j'indexe aujourd'hui sont les mêmes méthodes appliquées avec tout le monde. Je parle bien de lui parce que j'ai travaillé avec le feu Martin Belinga Eboutou. Moi, je n'avais jamais vu ça chez lui. Il ne m'a jamais commissionné, il ne m'a jamais demandé de faire ce genre de choses. C'était un papa qui m'avait pratiquement adopté. Je faisais des petites courses. Voilà. Donc, je n'étais jamais allé chercher l'argent pour nommer les gens, pour qu'ils nomment les gens, ou alors pour qu'ils facilitent une nomination ou pour qu'ils facilitent quoi que ce soit. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Hervé Bapem Bapou, est-ce que vous avez un mot de fin avant qu'on ne mette fin à cet entretien? Bon, je vous remercie pour votre courage, M. Jean-Bruno Tagne. On n'est pas des amis. Je pense même que j'ai plusieurs fois écrit contre vous sur les réseaux sociaux. Quand vous avez J'en ai l'habitude. Le président Paul Biya, plusieurs fois, je vous ai attaqué. Oui. Je vous ai attaqué même violemment, s'il faut employer l'expression. Mais je vous remercie parce que vous êtes un journaliste professionnel, c'est-à-dire vous faites la différence entre vos convictions politiques et votre métier de journaliste. J'ai beaucoup d'amis qui sont des journalistes aujourd'hui, qui mangeaient chez moi à la maison. Qui mangeaient chez moi, qui étaient chez moi du matin au soir, mais aucun d'eux n'a le courage de m'accorder une interview comme vous m'accordez là aujourd'hui. Je dis bien aucun d'eux. Tous se sont cachés. Je dis bien, tous se sont cachés et m'ont laissé à mon triste sort. Donc, je te remercie infiniment de m'avoir donné la parole. Et je pense que ce serait certainement ma dernière prise de parole. Parce que j'ai fait un voice mardi. Et aujourd'hui, jeudi matin, je fais ma dernière prise de parole parce que soit je serai assassiné, soit je serai interpellé de force, comme d'habitude. Parce que ces gens ils ont l'illusion du pouvoir. Ils sont dans l'impunité. Il n'y a personne qui peut leur dire arrêtez. Comment vous, M. Jean-Bruno Tagne, vous pouvez accepter que je dépose une plainte contre le lieutenant Colin Ndongo au tribunal militaire pour des faits de torture, des choses aussi graves, alors que la Commission des droits de l'homme aux Nations Unies vient récemment, il y a moins d'une semaine, de parler des cas de torture au Cameroun, des cas de violation au Cameroun, de la loi, des cas de séquestration, d'arrestation arbitraire. Mais qu'une plainte, qu'un citoyen comme moi dépose, ils ont dit, OK, nous allons protéger le contre-amiral Joseph Fouda parce que Mbapou n'est rien. Parce que la deuxième procédure qui a été lancée, en fait, c'est qu'on veut esquiver Marion Nyanjok, qui est la cousine de la première dame. On veut esquiver Bidima Serge, son père a été quand même, pendant des décennies, directeur général de Sénéma. Il est boulou, il a été l'ami du chef de l'État, il a géré les plantations du chef de l'État. Donc, le contre-amiral Fouda a peur que l'élite boulou lui dise que mais arrête ce que tu es en train de faire. Alors maintenant, moi, Mbapou, je suis qui? Je viens de quelle famille? Il y a quelle élite de l'Est qui peut se lever demain pour dire que laissez notre fils? Il n'y a personne. Donc, il a le champ libre. Et comme je disais, pour conclure, le secret, la force du diable, la force de Lucifer, c'est le secret de ses agissements. Lucifer n'aime pas quand il est exposé. Quand il est exposé, il tombe dans une colère mortifère. Et donc, mon bourreau aujourd'hui utilise la même stratégie. Il a gardé secret son identité, caché sa véritable identité, travaillé avec des intermédiaires pour nier le moment venu. Mais là, il y a un lien qui est en train de se tisser. Il faut qu'il fasse tout ce qu'il peut faire pour rester blanc. Voilà de quoi il est question. On en reste là. Hervé Bapem Bapou, merci. Et écoutez, bon courage pour la suite de l'affaire qui vous oppose au contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial du président de la République pour une histoire d'escroquerie, de diffamation et j'en passe. Merci d'avoir accepté cet entretien avec Naya TV. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.